Et on débute donc avec le sénateur du jour, c'est Loïc Hervé qui nous accompagne pendant cette demi-heure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur centriste de la Haute-Savoie. Vous êtes l'un des rapporteurs de la proposition de loi sécurité globale qui a donc été votée hier, largement modifiée, mais on va revenir longuement là-dessus. D'abord, la crise sanitaire et les annonces donc hier de Jean Castex. À partir de ce soir, ce sont donc 21 millions de Français dans 16 départements qui seront confinés. L'exécutif qui a fait le choix de maintenir la stratégie territorialisée, il a eu raison pour vous? Je pense que c'est une bonne stratégie de s'adapter territorialement. On a vu dans les deux premiers confinements combien on a dû confiner l'ensemble du pays et donc confiner des régions qui étaient beaucoup plus touchées que d'autres. Et donc je pense que ce choix qui est fait et qui va toucher quand même des grandes agglomérations, l'agglomération parisienne, Lille, et puis ces trois départements un peu épars. Bon, cette décision, elle me paraît plus adaptée qu'une décision de confinement national, tant on voit la différence du taux qui peut être d'un département à l'autre vraiment très différente. Justement, un mot sur votre département, la situation en Haute-Savoie, elle est comment? On est autour de 200, 250, donc on est à la moyenne nationale, et on fait très attention. C'est sûr que c'est suivi par le préfet, par les élus locaux de manière quotidienne. Et donc on a évidemment toujours cette inquiétude qu'à un moment donné, la Haute-Savoie doivent être à nouveau confinée, parce que c'est un département dynamique, frontalier, et qu'il y a des échanges qui sont importants. On va parler de la tribune que vous signez dans l'Opinion. Il y a beaucoup de choses dans cette tribune. Elle s'intitule « Passeport vaccinal, la liberté à la petite cuillère ». Pourquoi d'abord cette opposition au passeport vaccinal? Je crois que les Français ont un besoin de recouvrer leur liberté au sens singulier du terme, au pluriel également. Ça fait un an qu'on enchaîne confinement, déconfinement, mesures adaptées, couvre-feu par exemple. Et je crois que les Français ont besoin de retrouver une forme de liberté. Alors évidemment, l'épidémie n'est pas derrière nous, j'en ai bien conscience, mais je pense que le passeport vaccinal, en termes de définition, c'est-à-dire un document avec lequel on devrait justifier dans des actes de la vie quotidienne, aller chez le coiffeur, aller au restaurant, aller au théâtre, d'un état de santé, me paraît une fausse bonne idée et me paraît quelque chose qui rompt avec tout ce qui fait que notre pays est un pays qui défend les libertés fondamentales. Et on doit vraiment être très attentif à ça. Ce risque-là est pour moi un risque très important. Et quand j'ai écrit cette phrase de « on ne rend pas la liberté aux Français à la petite cuillère », c'est que les Français ont droit à la liberté et que ce sont des gens responsables. On l'a bien vu depuis un an. Dans leur immense majorité, les Français ont respecté les consignes qu'on leur a données. Il faut maintenant faire attention à ne pas leur créer des contraintes trop importantes. Et il y a un vrai risque générationnel, puisque les personnes vaccinées aujourd'hui sont les plus âgées, et on n'a pas assez de vaccins pour vacciner les gens de ma génération. Je ne suis pas un anti-vaccin, donc je pense que cette idée d'un passeport vaccinal qui ferait qu'on donnerait des droits de recouvrer une liberté plus importante à des personnes vaccinées et qui ferait que les autres devraient rester à la maison et ne pas recouvrer autant de liberté, ça pose une vraie difficulté de fond. Vous dites le vrai paradoxe consisterait à rendre plus de liberté à ceux que la société a, à juste titre, le plus protégés pendant la crise. Bien sûr, nous avons fait le choix d'abord de confiner la société. D'abord pour défendre et pour protéger les plus anciens et les plus vulnérables. Et c'est normal. On l'a fait 2 fois. On est en train de le faire une 3e fois. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a même sacrifié à bien des égards l'économie. On a créé une dette considérable. Et aujourd'hui, on a fait un 2e choix qui est en cours, qui est le choix de la vaccination. C'est normal qu'on vaccine en premier les personnes les plus âgées, les plus vulnérables. Mais le 3e choix, ce serait de dire que, ayant fait tout ça, on rendrait plus de liberté à ces personnes-là. Enfin, j'attire votre attention. On a dans le pays les actifs, les gens qui ont des enfants, qui sont prêts à faire tous les efforts pour les plus âgés, les aînés. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il ne faut pas qu'on crée une rupture générationnelle en disant que maintenant que ceux qui sont vaccinés ont le droit de recouvrir la liberté, quand ceux qui ne le sont pas encore, parce que la vaccination prend du temps, devraient, eux, continuer à se confiner chez eux. C'est ce risque de rupture générationnelle. Vous savez, et d'autant vous dites que les jeunes risquent de ne pas accepter les mesures. Mais bien sûr, j'ai une grande admiration pour François de Closet, pour différentes raisons. François de Closet, il a 87 ans, il a expliqué ce que je suis en train de vous dire. Et c'est beaucoup plus facile à dire pour lui à 87 ans que pour moi qui ai 40 ans. Mais c'est une question d'équilibre générationnel dans le pays. Il faut faire attention à ne pas casser cet équilibre-là. La solidarité des actifs vis-à-vis des aînés, elle est réelle, elle a été prouvée depuis un an. Avec une telle mesure, ne rompons pas cela. Est-ce qu'il faut un débat au Parlement pour vous sur ce passeport vaccinal? Il ne faut pas un débat au Parlement, il faut modifier la loi.
C'est-à-dire que ce n'est pas un débat pour dire on est pour, on est contre. C'est qu'il faudra, dans la loi, autoriser une chose pareille. Ça n'est pas possible aujourd'hui. D'ailleurs, dans une loi qui est déposée sur le bureau de l'Assemblée, qui n'a pas été mise à l'ordre du jour à Noël, qui n'est toujours pas prévue, il y a des dispositions qui habiliteraient le Premier ministre à prendre de telles décisions. Aujourd'hui, le droit positif ne permet pas la mise en œuvre d'un passeport vaccinal en France. Est-ce que vous posez aussi beaucoup la question des libertés, hein, on vient d'en parler. Est-ce que pour vous, il y a une sorte d'accoutumance à une restriction de nos libertés ? Alors, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que les Français sont dociles depuis un an. Vous parlez même de docilité surprenante, vous, dans leur immense majorité. Moi, c'est vrai que ça m'a surpris. Moi, je suis plutôt de ceux qui me réjouissent de ça. Je trouve que c'est bien que les Français, qui est un peuple un peu rebelle parfois, que les Français aient accepté ça à un prix qui est un prix considérable. Hein. Mais ça ne doit pas se traduire par une forme d'accoutumance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on n'ait pas un concours Lépine des idées les plus saugrenues pour aller rendre encore plus attentatoire, faire durer ça dans le temps. On a un vrai risque, et ça je le dis en tant que membre de la commission des lois, c'est qu'on voit avec la période terroriste, le risque terroriste, avec le risque sanitaire, voir le droit général, le droit positif, finalement infusé de choses qui auraient été inimaginables il y a quelques années et qui finalement rentrent dans notre droit progressivement. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant à cela et qu'on puisse donner à nos enfants, à la génération de nos enfants, une société dans laquelle la liberté est toujours plus protégée. D'autant que vous alertez aussi sur un risque politique. Est-ce que ces restrictions de nos libertés, ça peut faire le jeu des populistes ? Évidemment, évidemment. Plus un État démocratique, et je pense que la France telle qu'elle l'est aujourd'hui, au niveau de l'exécutif comme au niveau du Parlement, nous avons un État qui répond à des standards de la démocratie. Et je n'utilise pas l'argument de dire qu'on bascule dans un État totalitaire. Le risque, c'est que si nous prenons ce type de mesures, ceux qui risquent de promettre qu'on nous affranchisse de ces mesures-là peuvent être les populistes, de l'ultra-gauche ou de l'extrême droite. Et je ne voudrais pas que Mme Le Pen profite de ça en disant « mais moi, si je suis élu président de la République, à ce moment-là, je vous rendrai la liberté dont vous avez été si longtemps privé. » Il faut faire très attention à ça parce qu'on est à un an maintenant de l'élection présidentielle et que ce type d'argument, moi, je commence déjà à l'entendre. On va passer à l'actualité du Sénat. Loïc Hervé, l'actualité du Sénat, c'est évidemment le vote hier de cette proposition de loi sécurité globale qui ne s'appelle plus comme ça, mais on va voir tout ça avec Quentin Calmet. Bonjour Ariane, bonjour Loïc Hervé. Et Quentin, vous avez suivi très attentivement hier l'examen de cette proposition de loi sécurité globale. Le Sénat l'a donc adopté. Un mot déjà sur le vote final ? Oui, regardez ces images du vote, Oriane. C'était vers 19h30 hier, donc en direct sur Public Sénat. Voilà, on a fait une petite contre-programmation, nous, hier soir, avec donc ce vote sur l'ensemble du texte au terme de 3 jours d'examen. Et ce résultat final qu'on va voir s'afficher, 238 voix pour, 98 voix contre à la fin. Le texte a donc été effectivement renommé au passage, ne parlait plus de proposition de loi de sécurité globale, mais appelait-la désormais proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés. Voilà, c'est plus long à dire, mais on va y revenir. Et c'est donc hier que plusieurs articles polémiques ont été examinés en séance. On commence par l'article dont on a le plus parlé, le plus décrié, c'est le fameux article 24. Oui, c'est vrai que l'article 24, il a beaucoup mobilisé contre lui, on s'en rappelle en novembre dernier. Il a mobilisé notamment les défenseurs des libertés publiques et les syndicats journalistes. Le Sénat a donc adopté son écriture du texte. Regardez, on a même comparé avec l'écriture de l'Assemblée nationale pour bien comprendre. Les députés voulaient sanctionner la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre. Les sénateurs, vous avez réécrit le texte. Cela a été entériné largement en séance hier. Le texte crée un nouveau délit dans le code pénal et non plus la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il crée un délit de provocation à l'identification. On écoute les explications en séance hier de Marc-Philippe Daubresse, l'autre co-rapporteur avec vous, mais pour les LR, et en charge de cette partie du texte. Nous nous sommes mis au travail pour réécrire l'article. Et nous l'avons fait avec le souci de sortir de cette opposition délétère entre la protection des forces de sécurité intérieure et la liberté de la presse, et parce que, et là-dessus je vais être d'accord avec plusieurs orateurs, parce que, évidemment, que tel qu'était écrit le texte précédent, le risque d'autocensure des journalistes était évident.
Cet argument n'a pas convaincu les communistes, les socialistes ou encore les écologistes. Beaucoup de sénateurs de gauche ont pris la parole hier pour demander la suppression pure et simple de cet article 24, même dans sa nouvelle écriture par le Sénat. Écoutez Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste au Sénat. Vous ne pouvez pas dire que les journalistes ne peuvent pas être visés par une telle mesure si la justice le décide. C'est la justice qui décidera si la diffusion d'images relève de la provocation à l'identification ou pas. Pouvez-vous m'affirmer que le juge, s'il est saisi de la diffusion d'une image comprenant le numéro d'immatriculation par exemple, ne décidera pas qu'il y a eu provocation à l'identification ? Votre rédaction donc laisse entière la menace contre la liberté de la presse et renforce fortement les sanctions entre les diffusions d'images. Ça vous fait réagir, hein, Loïc Hervé, vous allez pouvoir répondre. On a entendu deux autres reproches, je voulais finir avec ça, notamment sur le fait que ce volet du texte, l'article 24, il se chevauche avec un autre volet d'un autre texte, l'article 18 du projet de loi séparatisme, hein, c'est l'article en hommage à Samuel Paty. Et plus largement, la gauche a dénoncé hier le malaise et l'absence de confiance entre la police et la population. Et cet amendement, selon la gauche, eh bien, il n'aide pas. Est-ce que vous entendez toutes ces critiques qui ont été notamment réexpliquées hier en séance ? Bon, d'abord, sur l'article 24, moi je crois vraiment que le Sénat a fait son œuvre de législateur en écrivant quelque chose de totalement nouveau. On a supprimé l'article 24 en réalité pour le réécrire dans un autre code avec une rédaction totalement différente qui répond de notre point de vue beaucoup plus, non pas à Samuel Paty, parce que ça ce sera l'affaire de nos collègues dans la loi séparatisme, mais dans sécurité globale, c'est plutôt l'affaire de Magnanville pour laquelle nous voulons trouver une solution. Magnanville, c'est 2 policiers qui ont été assassinés à leur domicile parce qu'identifiés. Et donc, dans le dispositif choisi par le Sénat, on est capable, avec Marc-Philippe Daubresse, il l'a bien expliqué, on est capable de venir en commission mixte paritaire avec une contre-rédaction. C'est ça qui est important à comprendre. Si nous avions supprimé l'article 24 purement et simplement, nous serions arrivés bredouille, sans aucun texte de référence. Et donc, c'est la semaine prochaine que, dans les discussions que nous allons avoir entre rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat, on va pouvoir le faire. Mais répondez à l'argument, si vous voulez bien, d'Éliane Assassi qui dit un journaliste qui diffuse le numéro d'un gendarme ou d'un policier de son matricule, est-ce qu'il n'aide pas à l'identification de cet agent des forces de l'ordre ? Madame Assassi dit, est-ce que vous pouvez nous assurer que le juge ne qualifiera pas ? Mais non, bien sûr que non. Le juge fera son rôle avec ce nouvel article s'il est adopté en ces termes, et ce sera le travail de précisément de la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, on regardera d'une certaine manière quel a été l'objectif de cette diffusion. Si c'est un travail d'information, il n'y a aucune difficulté. En revanche, si l'objectif est d'atteindre à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique d'un fonctionnaire de police ou de la gendarmerie, mais ça n'est pas une affaire de droit de la presse en réalité. Hein. C'est une affaire qui sera d'ailleurs entre les mains des magistrats qui, eux, qualifieront. C'est plus une affaire politique en fait. Avec ce qui s'est passé avec Michel Zecler à l'automne dernier, est-ce que cette demande très forte des syndicats, elle était légitime alors qu'on a vu beaucoup de citoyens être choqués par la diffusion de ces images? Est-ce que empêcher davantage la diffusion de ces images, c'est pas aller à contre-courant de la demande des citoyens? Mais on l'a pas fait. Vous restreignez d'une façon ou d'une autre quand même Non, l'article du Sénat, précisément, permet de garantir la liberté de la presse, de conforter la liberté d'expression, et même un citoyen qui filmerait une action de police. Dans l'affaire Michel Zecler, il y a quand même des images qui sont des images à l'intérieur du bâtiment, qui ne relèvent absolument pas d'images filmées lors d'un événement maintien d'œuvre. Ce sont des images intérieures. Donc, à aucun moment, cela est interdit par la loi votée par le Sénat. Absolument pas. Un mot, puisque l'autre critique de la gauche aussi, c'est que le mot provocation, c'est très large, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre. Comment vous répondez à ça? Alors, le terme de provocation, il a le gros avantage de déjà exister dans le Code pénal. Et donc, c'est pour ça que quand nous avons transféré et choisi de quitter la loi de 1881 pour le Code pénal, cette notion de provocation existe. Et c'est pour permettre au juge, qui est à la fois là pour défendre la société, pour défendre les libertés fondamentales et pour aussi réparer
Et on doit... Alors vous parlez de confiance, moi je pense qu'il y a une confiance entre les Français globalement et la police et la gendarmerie. C'est l'argument de la gauche, hein. Je pense qu'elle est juste l'argument de vos opposants. Cette confiance-là. Il y a après, ça, de manière générale. En revanche, il y a le sujet des manifestations et du maintien de l'ordre. Là, évidemment, il y a un sujet. Et nous, c'est pour ça que nous avons voulu, dans cette rédaction que Marc-Philippe Daubresse a bien présenté tout à l'heure, retrouver quelque chose de plus robuste juridiquement, qui donne, évidemment, toute sa capacité au juge d'apprécier. Mais cette provocation, c'est pas une intention. On entendait que c'était un des reproches des sénateurs à l'époque de l'écriture des députés qui avait l'idée de punir une intention de la part des personnes. C'est pas encore la même chose avec votre écriture quand il y a cette idée de provocation ? Deux dispositifs. Il y a la provocation à l'identification, dans le premier terme de l'article 24 avec sa rédaction du Sénat. Et dans le deuxième terme, il y a l'interdiction de la constitution d'un fichier de données à caractère personnel. Ces deux éléments-là, allant ensemble, étant dans le même article, permettent de donner quand même une capacité au juge d'apprécier de manière concrète qu'est-ce qui s'est passé. Alors après, oui, on peut avoir ce débat sur l'intention ou pas, mais en tout cas, je pense que le juge sera beaucoup plus à l'aise avec une rédaction comme celle-là qu'avec la rédaction de l'Assemblée nationale. Et Quentin, on va parler d'un autre article du texte, parce qu'au-delà des sénateurs qui est problématique au-delà des sénateurs de gauche, c'est l'autorisation de port de l'arme de service pour les policiers et les gendarmes en dehors de leurs heures de service dans les lieux accueillants du public. Voilà, ça a été effectivement là aussi voté hier, c'est l'article 25, donc juste après. Et effectivement, on a entendu des critiques venir, pas seulement cette fois-ci des bancs de la gauche contre cette nouvelle autorisation, mais aussi parmi les centristes, votre famille politique, notamment Laurent Lafont. Et c'est important parce qu'il est président de la commission de la culture au Sénat. On a aussi entendu quelques LR, mais on va écouter sur cet élément un écologiste qui nous expliquait, en quoi la mesure était dangereuse. C'était hier. Vous comprendrez bien que la dernière chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la présence d'hommes armés, sans qu'on le sache, dans les festivals, les bars, les clubs ou tous les établissements recevant du public. Ce qui doit être établi, c'est un droit à la fête, à la culture. Entendons-nous bien, les acteurs culturels sont tout à fait disposés à la présence de policiers ou de gendarmes dans leurs établissements, mais durant leur service, avec une mission précise pour assurer la sécurité. Avoir des gens armés dans leurs enceintes durant leur temps de repos et qui auront parfois consommé de l'alcool ne rassure personne. Certains sénateurs nous ont dit que les acteurs de la culture étaient très sceptiques, voire inquiets de cette mesure. Comment les rassurer ? Je vous avoue ne pas être insensible aux arguments du monde de la culture sur cet article 25. Pourtant, j'en ai été le rapporteur et responsable dans le texte, puisqu'on s'est réparti les articles avec mon collègue Daubresse. Pourtant, nous avons maintenu la rédaction de l'Assemblée nationale parce qu'on a constaté d'abord que les lieux de culture, le musée du Bardo à Tunis, le Bataclan, sont des lieux visés par le terrorisme. En France, on a 240 000 personnes susceptibles de porter leur arme hors service, policiers et gendarmes. Ils peuvent le faire en tout temps et en tout lieu aujourd'hui. Il y a simplement une possibilité qui est faite jusqu'à maintenant aux responsables d'un ERP d'empêcher leur entrée. C'est les établissements qui accueillent du public, les ERP. Les ERP, voilà. Donc des lieux de culture notamment. Mais il y a déjà des policiers et des gendarmes hors service armés dans les ERP, ça existe déjà. Si ils n'ont pas été empêchés par le responsable de l'ERP de rentrer. On a voulu, et donc le texte est voté conforme, donc ça veut dire qu'il est déjà, il a presque force de loi. Et on va attendre la promulgation par le président de la République, mais il y a un accord entre les députés et les sénateurs sur ce sujet. On a 240 000 personnes en France, donc c'est très peu, c'est moins de 0,5% de la population française, de gens formés, capables de répondre. On sait très bien qu'au Bataclan, c'est un commissaire de police qui était dans les parages, qui était armé, qui a pu lui-même intervenir en avance de phase, je dirais. Donc j'entends vraiment les inquiétudes, mais en même temps, je pense que cette mesure-là est une bonne mesure finalement. Un dernier mot, un dernier article sur lequel on voulait revenir avec vous, Loïc Hervé, parce qu'il vous intéresse particulièrement, c'est sur l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. On le sait que c'était pas du tout encadré, pas du tout réglementé jusqu'alors pour les forces de l'ordre. Vous avez largement réécrit l'article 22. L'usage de ces drones est réservé à la lutte contre les délits et les crimes les plus graves. Vous avez parlé d'ailleurs d'une différence d'approche assez importante avec le gouvernement sur ce point. Vous avez soumis l'utilisation de ces drones à une autorisation du procureur ou du préfet. Le ministre de l'Intérieur était contre, il a jugé cela trop complexe. Expliquez-nous, et d'ailleurs, est-ce que vous allez avoir gain de cause, vous, à la fin ?
En tout cas, ce sera un point dur de la discussion avec nos collègues députés à l'Assemblée nationale, puisque maintenant nous connaissons les deux textes et que nous allons nous voir d'ici le 29 pour essayer de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Donc ça, c'est une... Qui réunit députés et sénateurs. Et qui aura lieu le lundi 29. Oui, où on essaiera de trouver un texte commun. Alors, pour ces drones utilisés par les policiers et les gendarmes, nous souhaitons qu'en matière de police judiciaire, ce soit le procureur qui contrôle, autorise, qui autorise, et qu'en matière de police judiciaire, administrative, ce soit le préfet. Pourquoi? C'est parce que ces autorités-là sont des autorités judiciaires et civiles qui permettent d'avoir une forme d'appréciation des moyens justement utilisés par la police et les gendarmerie. C'est même simplement d'avoir connaissance des matériels qui sont acquis par les unités. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on ait une garantie. D'ailleurs, pour être très clair, si le texte de l'Assemblée était maintenu dans sa rédaction telle qu'elle est, c'est simplement un inventaire de finalité. Le risque de fond, c'est d'être censuré par le Conseil constitutionnel parce que nous n'aurions aucune garantie en face des libertés que nous venons atteindre. Et un dernier mot très rapidement, il nous reste malheureusement peu de temps sur ce thème. Vous êtes confiant sur l'issue de cette commission mixte paritaire, notamment sur la rédaction de l'article 24 ? Oui, je pense qu'on a une obligation et une responsabilité, députés et sénateurs, de trouver un accord sur ce texte. Parce que... Et que votre article 24 sera suivi par les députés ? Alors je pense qu'on verra le 29, mais j'imagine que l'article 24 se ressemblera plus à celui du Sénat qu'à celui de l'Assemblée nationale. Merci Quentin, à tout de suite. À tout de suite. Juste pour nous, le temps pour nous de faire un tour du côté de l'actualité dans nos régions. On va aller à Montbéliard, retrouver Sébastien Daucourt. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Est républicain à Belfort, Montbéliard. Un mot d'abord avant de parler de ce qui se passe du côté de Belfort et de Montbéliard, sur ce qui se passe du côté de Nancy, puisqu'Olivier Véran débloque 420 millions pour le CHRU de Nancy et annule des suppressions de postes. Et c'est une info de l'Est républicain. Exactement, c'est dans une interview qu'il nous a accordée hier en fin de journée, ce jeudi en fin de journée donc, et effectivement, Olivier Véran a annoncé le déblocage de 420 millions d'euros pour le centre hospitalier de Nancy. Il y a un gros projet du côté de Nancy, c'est-à-dire que 7 sites vont être regroupés en un seul, et la suppression de 300 postes était effectivement évoquée. Alors, en toile de fond, il y a ce projet, ce regroupement du côté du site du Bras-Bois, qui va donc être financé à hauteur de 70% par l'État, ces fameux 420 millions d'euros dont on parlait juste avant. En outre, Olivier Véran a annoncé la reprise d'un tiers de la dette, c'est-à-dire 128 millions d'euros. Alors, conséquence directe, alors que le projet initial évoquait justement la suppression de 300 postes, eh bien, ceci devrait être sauvegardé. Allez, on revient dans les éditions franc-comtoises de l'Est républicain et on va parler d'un rapport, c'est celui de la Cour des comptes qui s'est notamment penché sur la façon dont les établissements de santé ont traversé la première vague de Covid début 2020 avec un zoom particulier sur l'hôpital Nord-Franche-Comté. Exactement, c'est un rapport qui a été rendu ce jeudi et qui fait un zoom particulier sur l'hôpital Nord-Franche-Comté. Alors c'est un hôpital qui se trouve à Trévenans, c'est-à-dire au cœur de l'aire urbaine Nord-Franche-Comté, entre Belfort et Montbéliard, avec à peu près 300 000 personnes qui sont irriguées sur cet hôpital. Alors la Cour des comptes, évidemment, dans son rapport, on comprend bien la situation d'urgence et de surprise finalement qui a été vécue par cet hôpital, un peu ainsi que par tous les autres évidemment. On comprend qu'il y avait 20 lits de réanimation qui étaient prêts. Or, au plus fort de la crise de la première vague, on est monté à 64 lits en réanimation, dont 52 pour des patients Covid. Le rapport parle aussi du risque de pénurie des produits de protection, vous savez, notamment ces gants nitriles. Et ils ont été achetés parfois à la hâte avec des prix 10 fois supérieurs au prix précédemment évoqué. Le rapport de la Cour des comptes parle aussi du plan blanc qui, d'après cette Cour, n'est pas forcément adapté à une telle épidémie. Et puis elle revient pour terminer sur les passages aux urgences, avec un chiffre assez impressionnant. En avril 2020, il y a eu 66% de passages en moins aux urgences de cet hôpital, avec une question évidemment toujours lancinante. Est-ce qu'il y a un recours exagéré aux urgences en temps normal ou est-ce que les patients ont pris un risque en se déplaçant pas vu les circonstances? Allez, on va parler d'un sujet plus léger, traité ce matin dans les colonnes de l'Est républicain. Léger, ça dépend pour qui, vous allez me dire, la galère de couples qui voient leur mariage repoussé en raison des régionales et des départementales en juin. Exactement, vous savez que se marier, c'est déjà un stress en temps normal au niveau de l'organisation. Et bien là, les couples depuis un an, bon forcément, la Covid y est pour quelque chose, mais pas que, pas directement en tout cas. L'histoire dont je voulais parler, ça se déroule du côté de Besançon, il y a quelques jours. Et il y a 3 couples qui ont appris une bien mauvaise nouvelle, car la mairie les a prévenus
2 mois et demi avant seulement, que leur mariage n'allait pas pouvoir se dérouler à la date prévue. Alors en cause, ce sont tout simplement les élections départementales et régionales qui, comme vous le savez, ont été repoussées pour l'instant au 13 et 20 juin. Ces 3 couples devaient se marier le 12 juin. Là, vous allez me dire, bon, où est le problème? Eh bien, la mairie a expliqué qu'ils avaient besoin de récupérer la salle la veille pour installer les isoloirs, les tables, etc. Alors forcément, ces couples en question ne sont pas forcément ravis. Il y a notamment Gabin qui nous dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre salle, notre DJ, notre traiteur? Et puis, il leur faut quand même pas 2 jours pour installer 3 tables. Alors, heureusement, ce jeudi soir, des solutions étaient en passe d'être trouvées pour déplacer les heures des cérémonies, peut-être le samedi matin, en attendant de savoir si les élections régionales et départementales vont être elles aussi déplacées. Et voilà, effectivement, le feuilleton n'est pas fini. On regarde la une de l'Est républicain. 16 départements confinés, c'est à la une de votre édition ce matin. Merci beaucoup, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Et on regarde ce qu'il y a à la une du côté de la Haute-Savoie maintenant, avec Quentin qui revient. Et Quentin, on va parler d'un article du Dauphiné Libéré et cette visioconférence entre Emmanuel Macron et un maire. Dites-nous tout. Oui, un maire de montagne, Loïc Hervé. C'est Didier Thévenet, il est le maire de la Clusaz. Mercredi, lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Poissy, le président de la République s'est entretenu avec une dizaine d'édiles. Et l'occasion, effectivement, aussi de parler des problèmes des communes de montagne, surtout pour les finances locales, avec la fermeture de remontées mécaniques. Alors, Emmanuel Macron a répondu à ce maire. Il lui a dit « Je tiens à dire à monsieur le maire de la Clusaz que nous serons amenés à reconsidérer le sujet des finances locales d'ici cet été. Le plan montagne sera envisagé dans la même perspective. » C'est une annonce selon vous, ça veut dire que ça va avancer vite pour vos sujets, hein. Vous êtes aussi dans l'association des maires de montagne. Oui, c'est une préoccupation très importante des collectivités de montagne qui ont une structure de leurs finances publiques très atypique. Et même très atypique entre elles. C'est-à-dire qu'il y a des différences énormes d'une station à l'autre. Et donc on a une demande qui a été formulée, notamment à l'avenue de 3 ministres en Haute-Savoie la semaine dernière, pour vraiment demander un monitoring, un suivi individualisé de ces communes et avec une capacité de réponse financière pour venir faire en sorte que les élus comme monsieur le maire de la Clusaz puissent avoir des réponses précises et un accompagnement personnalisé pour leur commune. Faute de quoi, ils n'arriveront pas à exécuter le budget 2021 et ils ne pourront pas monter le budget 2022. Donc vous avez été entendu, visiblement, par Emmanuel Macron. Et on parlera de ce sujet avec vous, Loïc Hervé, un sujet évidemment important. Merci beaucoup, merci. D'avoir été notre invité ce matin. À tout à l'heure, Quentin. Dans 2 minutes,